Ça y est. Alors, notre aventure commune, puisque vous étiez à la fois directeur et instituteur, et moi j'étais élève dans cette commune de Saint-Martin, en Saône-et-Loire, notre aventure commune s'étale entre 66 et 72 de mémoire, période à laquelle je suis allé en 6e. Et parmi toutes les disciplines enseignées, le français, les mathématiques, l'histoire, une fois par semaine, vous cessiez toute affaire cessante, et puis vous mettiez sur votre bureau, qui est là à côté, on ira le voir tout à l'heure, vous mettiez un poste massif, vous appuyez sur le bouton, et nous écoutions, je suppose attentifs, la leçon. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter à quel moment cette radio scolaire est entrée dans votre pratique pédagogique? Oui, je vois que tu n'as rien oublié de ces moments d'écoute où les élèves étaient très attentifs. Et la date est exacte où j'ai commencé à écouter la radio scolaire, je ne m'en rappelle plus exactement. Alors, il faut peut-être rappeler que c'est la période gaulienne, oui. où il faut former en masse des instituteurs, puisqu'on avait fait passer l'obligation scolaire de 14 à 16 ans. Oui. Et il fallait former les instituteurs et les élèves. D'accord. J'ai dû la pratiquer à peu près pendant une décennie, voire 12 ans, environ. Hein. D'accord, donc c'est une période longue, oui, longue. De pratique. Alors, ce qu'on pourrait appeler maintenant le e-learning, avec les mots, avec les i et les mots anglais, et faire comprendre aux cadres qui nous écoutent que le e-learning n'est pas apparu avec Internet, mais voilà. Est apparu avec l'Ofraten, et on avait un réel enseignement en ligne. France Culture à Paris, et puis dans toutes les campagnes, je suppose les villes de France, on écoutait attentivement, vous l'avez rappelé, vous confirmez la leçon. Alors, c'est plus votre élève qui vous parle, c'est le pédagogue. On peut supposer que vous n'étiez pas confiné au seul rôle d'instituteur presse-bouton, hein, on appuie sur le bouton et puis on écoute. Vous aviez certainement des fiches de préparation, des livres. Moi, je n'avais pas perçu à l'époque les enjeux. Comment abordiez-vous ces séances ? Eh bien, la veille de l'émission radiophonique, nous parlions je parlais avec les élèves de l'émission qui allait avoir lieu le lendemain, autant au point de vue de l'auteur que de l'œuvre elle-même, hein, grâce à j'avais fait des trouvailles dans une encyclopédie sur le dictionnaire, enfin c'était assez succinct. Mais le lendemain, eh bien, ils écoutaient cette radio et on avait également un petit livret scolaire qui était fourni par le CDDP. On l'achetait au CDDP d'ailleurs, c'était pas gratuit. Et sur lequel étaient inclus des récitations, des chants, et je pense également les œuvres classiques que l'on écoutait tout au long de l'année. Alors on le verra en incrustation sur cette vidéo, et puis les auteurs de cette vidéo pourront le retrouver sur SlideShare, je l'ai mis en ligne. Alors vous parliez des auteurs, ma mémoire est toujours aussi active, je peux même vous citer encore ces séances d'apprentissage. On a écouté Mozart, l'hymne à la joie, on a écouté Tchaïkovski, l'oiseau de feu, Prokofiev, Pierre et le loup. Alors ça je m'en souviens très bien, j'aurais pas la délicatesse de les chanter, mais en vous le disant, je l'entends en arrière-plan dans mon esprit. Alors, y avait-il des séances de validation? Est-ce qu'on se contentait d'écouter? Ou alors, est-ce qu'il y avait un contrôle? Est-ce qu'on avait des devoirs? Oui, c'était pas des devoirs, on écoutait donc ça hebdomadairement. Et à la fin de chaque trimestre, il y avait une séance dite de révision où on faisait écouter aux élèves des morceaux qui avaient été diffusés au cours des mois précédents. Hein, et il fallait qu'ils essayent de les reconnaître. Je me souviens que même l'école de Saint-Martin-Belle-Roche, où on avait envoyé les résultats, avait été citée sur le plan national, ce qui était un grand bonheur pour les élèves. Alors, il serait bien d'ailleurs de retrouver des traces. On peut supposer que France Culture a conservé, et j'ouvre les ondes en demandant aux gens de France Culture, s'ils écoutent cette vidéo, de bien vouloir rechercher pour qu'on puisse peut-être retrouver les traces de cette citation. C'est peut-être possible. Qui est effectivement le miel de la carrière d'enseignant. Alors, toujours pour en revenir au e-learning, il y a beaucoup de débats dans la sphère éducative où on dit
les enseignants se lancent dans le e-learning parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'on les oblige. Dans les années dont nous parlons, est-ce que vous êtes lancé dans cette expérience parce que vous aviez une injonction de votre IEN, ou alors c'était par conviction, ou les deux? C'était plutôt par conviction, parce que nos IDEN, à l'époque on les appelait, même au début c'était l'inspecteur départemental de l'enseignement primaire, ensuite il est devenu l'IDEN, puis maintenant les IEN, n'ont jamais nous ont jamais beaucoup inculqué ni les arts plastiques, ni le sport, ni la musique. On avait des réunions, conférences pédagogiques, une fois par an, après la rentrée, mais ces thèmes que je viens de citer n'étaient pas abordés par nos inspecteurs. D'accord, donc si je revisite l'histoire, vous êtes avant la lettre un professeur innovant, on les appelle comme ça maintenant, professeur innovant, professeur qui allait chercher à introduire de la technologie, d'autres méthodes d'apprentissage. Alors, puisque vous parliez de séances annuelles, les grands-messes de l'éducation nationale, ça signifie que vous n'avez pas eu de formation pédagogique? Non, pas pour ces trois matières que je vous ai citées. Les formations pédagogiques, c'était les mathématiques, le français, mais le reste était laissé de côté. Donc on retrouve des invariants pédagogiques, un peu comme le e-learning aujourd'hui, où le développement du savoir passe par les professeurs. Ne prenez pas ombrage sur le terme, mais on parle de professeurs bricoleurs, c'est-à-dire au sens où Lévi-Strauss l'entend, des gens qui sont capables de déborder leur champ étroit de pensée. C'est très encourageant de voir comment nos anciens, là aussi, et ceux qui nous ont précédés, se sont inscrits dans cette démarche d'innovation. Alors, j'ai eu le rapport d'instituteur à élèves, mais vos collègues dans le groupe scolaire, y avait-il l'Ofratem en CE1, en CE2? Puisque vous m'avez donné les fascicules, ils étaient destinés CE1, CE2. Pratiquait-on dans les autres classes l'Ofratem et la radio scolaire? Non, peut-être pour les récitations et les chants, mais pas pour la radio scolaire. Les maîtresses du CE1, CE2 ne pratiquaient pas la radio scolaire. Alors, pour mémoire, je pense que la caméra pourra fixer, mais on voit ici, oui. Et vous étiez fièrement avec votre classe, vous me rappeliez en aparté que nous étions 36. Oui, 36, CM1 et CM2, oui, je me rappelle 16 et puis 20. Voilà, donc déjà des gros effectifs, c'est pas un problème nouveau? Non, c'est pas un problème nouveau, mais c'est tout de même le plus gros effectif que j'ai eu au cours de ma carrière. Je n'ai jamais atteint après des nombres supérieurs à 36. Ah, on peut mettre ça sur le compte de la génération du baby-boom et des nombreux élèves à former. Alors, j'ai dit en introduction, votre poste, moi il m'a marqué dans mon esprit, il y avait l'estrade, il y avait ce gros poste. Alors, cet outil, il était fourni par l'éducation nationale, par la commune, ou alors est-ce que c'était vous qui le financiez? À ma connaissance, je ne pense pas que l'éducation nationale ait fourni des postes aux écoles. Peut-être les communes, mais pour ma part, pour Saint-Martin-Belle-Roche, c'était une radio qui m'appartenait personnellement. Eh bien, comme les professeurs aujourd'hui, on achète nos ordinateurs. Donc, globalement, on est toujours sur les mêmes modèles de formation. Oui. C'est l'initiative, ce sont les finances des enseignants qui font que le processus avance. Alors, à cette époque, il y avait... J'ai parlé de radio scolaire, mais l'intitulé de Ofratem, c'était la télé et radio scolaire. Alors, je ne me souviens pas avoir regardé la télé. Est-ce que ça avait fait partie de vos réflexions d'intégrer la télé scolaire dans notre enseignement? Non, je n'ai pas pratiqué la télévision scolaire. Quand la radio a été achevée, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, je pense que c'est l'arrivée de la télévision qui a fait qu'il n'y a plus d'émissions de radio diffusion scolaire. Voilà. Ok, donc ça s'est étiolé petit à petit, puis vous êtes d'une année sur l'autre, voilà. La radio scolaire a disparu des enseignements. Oui, et puis ils n'ont plus fourni les livrets d'ailleurs scolaires, ça a disparu de l'enseignement. D'accord.
Alors, je vais vous remercier de nous avoir reçus parce que votre témoignage est extrêmement précieux hein, pour les jeunes générations d'enseignants, pour les cadres qui vont gérer les établissements, qu'ils soient du secondaire, qu'ils soient du primaire, car vous nous avez montré que, au-delà de l'outil, qui est Internet aujourd'hui, nous avions posé les bases du e-learning. Alors, je pense que cette entrevue contribuera à relativiser notre situation actuelle. Hein. Nous ne sommes pas aussi innovants qu'on veut bien le dire, et que Internet ne coïncide pas avec l'introduction de l'enseignement en ligne. Hein, je reviens sur ce thème de e-learning qui m'est cher, et je crois qu'on peut dire que nous sommes les dignes successeurs de votre expérience. Hein. Vous aviez déjà posé les bases de ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, je voudrais y aller de mon interprétation pédagogique. Hein. J'ai beaucoup parlé d'invariants, mais en fait, les bases étaient posées. Alors, quelles sont ces bases? Ces bases, c'est un contexte pédagogique. Ici, il s'agissait d'une classe de CM1, CM2, d'un instituteur de campagne, on peut l'appeler comme ça. Il y avait une intention pédagogique, hein, une ambition de votre part d'être novateur, de vouloir faire bouger les formes d'enseignement, une intention politique, mais alors c'était plutôt au niveau national, hein, l'ardente nécessité du plan de former les jeunes Français, les futurs cadres de la nation, des outils. L'outil, c'était quand même France Culture, votre fameux poste, hein, qui m'a tant impressionné, des acteurs, un instituteur, une classe d'élèves, et puis des ressources, hein, c'était ces fameux livrets que vous avez évoqués, et puis les ressources vocales des élèves, hein, puisque nous commencions par les vocalises. Et eh bien, en 2011, on appelle ça un scénario pédagogique. Vous aviez, peut-être de façon informelle, je vais reprendre le terme de façon bricolée, mais c'est toute la dimension, la force de cet enseignement, c'est d'avoir été en capacité de scénariser un enseignement pour former les élèves que nous étions. Écoutez, je vous remercie hein, pour cette entrevue. Au revoir, Monsieur Châtenay. Au revoir, Jean-Paul. J'arrête.